Les marchés dysfonctionnent. Ce dysfonctionnement des marchés implique que l'on étudie un peu plus sérieusement les comportements des agents. Ces comportements dysfonctionnent plus fréquemment sur les marchés financiers. J'avais souligné que l'Europe telle qu'elle était conçue ne pouvait pas fonctionner, qu'il lui fallait un gouvernement fédéral, car si l'Europe était frappée par un choc commun, il n'y avait aucun système de gouvernance qui lui permettait de l'affronter. J'ai deux souvenirs de Jean-Paul. Le premier, c'est ma rentrée à Sciences Po en 97. J'étais en première année et il était le grand prof en amphi-boutmi. Il avait une manière à la fois bienveillante, extrêmement pédagogue et parfois même humoristique de nous parler d'Adam Smith, de Keynes. Et mon deuxième souvenir, c'est quand j'ai décidé d'être candidat à la direction de Sciences Po, je me suis rapproché de toute une série évidemment de professeurs, d'acteurs de Sciences Po, et il a été extrêmement de bons conseils pour moi. Jean-Paul Fitoussi est un grand économiste qui a marqué aussi bien le débat français, le débat européen et international. Il avait ce mélange de vision de l'économie dans les sciences sociales, une approche humaniste, on va dire, de l'économie qui permet de penser la dimension sociologique, la dimension humaine de l'économie. Et c'était aussi un constructeur. Quand il a pris la présidence de l'OFCE, il lui a donné à la fois une rigueur technique, dans les prévisions, dans le chiffre social, à la fois une intervention dans le débat public extrêmement présente, avec beaucoup de pédagogie, et en même temps une vision intellectuelle sur le rôle de l'économie dans l'Europe, l'évolution de l'Europe, l'évolution des institutions, et l'évolution tout simplement du débat politique pour la construction européenne. Jean-Paul Fitoussi, c'est un président de l'OFCE qui était visionnaire, parce qu'il savait développer des projets, y compris sur des champs qui n'étaient pas ses champs de recherche. Typiquement, quand on est venu le voir, Françoise Minewski et moi, pour lui proposer ce grand programme transversal d'études sur le genre à Sciences Po, il a tout de suite compris que c'était à la fois extrêmement stratégique pour Sciences Po et que c'était important que l'OFCE soit partie prenante du développement de ce programme. Il nous a soutenus. Il est venu avec nous dans toutes les réunions, avec Richard Descoings, Bruno Latour à l'époque. Et évidemment, quand Jean-Paul Fitoussi vous soutient, vous avez toujours au moins un prix Nobel derrière vous. On a eu la chance de rencontrer Amartya Sen, qui a fait tout de suite partie du comité scientifique de Présage. Et ce soutien de Jean-Paul Fitoussi, sans ce soutien, en fait, ce programme n'aurait jamais pu voir le jour. Sciences Po. Bonjour à tous, encore moi. Merci pour cette vidéo, merci à Thomas Larrivé et à Caroline Alain qui ont fait cette vidéo. Aujourd'hui, il y aura encore d'autres vidéos, vous allez voir, pour nous stimuler intellectuellement et nous rappeler la pensée et l'homme qui était Jean-Paul Fitoussi. Je suis très heureux et honoré de dire quelques mots pour introduire cette journée. Je serai court pour éviter de commencer trop en retard, ce n'est pas notre habitude. L'organisation de cet événement qu'on a fait dans des temps très courts, je dois dire, a été, et je voudrais commencer par ça, le souligner, assez facile sur le plan scientifique, car toutes les personnes qu'on a contactées, mobilisées, qui vont nous rejoindre petit à petit, certains s'excusent de pouvoir être là très tôt ce matin, vu le décalage horaire, nous ont répondu favorablement. Et beaucoup de personnes dans cette salle ou qui vont nous rejoindre vont représenter toutes les étapes du parcours de Jean-Paul Fitoussi. Cet événement, c'est ainsi d'abord un événement humain pour commémorer la personne qui était Jean-Paul Fitoussi, et puis un événement intellectuel pour se rappeler certains éléments de sa pensée économique et aussi en termes politiques, on va dire, qui sont d'une grande actualité. Donc je pense que ce jour, il y aura les deux composantes, à la fois personnelle, humaine, et aussi intellectuelle, sur une réflexion sur l'état de l'économie, l'état de l'Europe et peut-être l'état de la France. Je tiens à dire que cette journée a été rendue possible dès maintenant avec un comité scientifique qui a été particulièrement efficace, qui a été composé de Michel Gardette, qui est là ce matin, de Simon Cahen pour Sciences Po, mais aussi de Marc Lazare, Francesco Saraceno et Thierry Mayer, qui ont permis d'organiser cet événement dans les meilleures conditions. Les personnes ici, donc je disais, représentent, et je voudrais commencer par ça, parce que c'est vraiment impressionnant quand on reprend la trajectoire de Jean-Paul, les étapes de l'évolution à la fois intellectuelle et institutionnelle de Jean-Paul Fitoussi.
Il a commencé à l'université de Strasbourg, où il s'est formé à l'économie. Très tôt, il est devenu doyen de la faculté, à 32 ans, si je ne me trompe pas. Avant, et donc il y a ici des économistes qui nous rappelleront ce moment de réflexion et de formation de la pensée macroéconomique dans les années 70 à Strasbourg. Avant d'évoluer vers l'Institut universitaire européen à Florence, dans les années 70, fin des années 70, pour revenir à Sciences Po au début des années 80, prendre ensuite la présidence de l'OFCE en 89, puis diriger pendant 21 ans l'OFCE. En même temps que sa direction de l'OFCE, il a eu des rôles qui lui ont permis d'élargir sa compréhension des phénomènes économiques, notamment comme secrétaire général de l'Association internationale d'économie, où il a côtoyé Amartya Sen, qu'on a cité, Stiglitz, Solow, Phelps, autant de grands noms de la pensée macroéconomique qui ont formé sa pensée. On sait que le débat intellectuel auquel a participé Jean-Paul Fitoussi peut être vif et il y a eu des grandes controverses. On sait que gérer des institutions, parfois c'est difficile. Et qu'on voit le résultat de la trajectoire, c'est aussi bien ces deux dimensions, la dimension intellectuelle et la dimension institutionnelle, a fait que Jean-Paul a accumulé beaucoup d'amitié, beaucoup de reconnaissance, parfois dans le débat intellectuel. Et au fond, c'est une trajectoire qui révèle, par l'ensemble des amitiés aujourd'hui qui seront avec nous ce jour, une particularité de Jean-Paul qui était, et on le voit dans cette vidéo en quelques mots, qui était une très grande générosité intellectuelle, une très grande écoute, une très grande humanité, une très grande reconnaissance de l'intelligence de son interlocuteur dans les arguments, sans se laisser influencer. C'était quelqu'un qui avait sa vision et sa construction. Donc ce premier point fait que je pense que nous sommes là aujourd'hui, et c'est assez important aussi, je pense, de reconnaître, ces rôles modèles pour chacun et pour les plus jeunes, une certaine éthique intellectuelle, une éthique du débat, un amour du débat avec des enjeux pratiques, mais une éthique humaine et intellectuelle assez remarquable dans le champ de la recherche. Mais je pense aussi, et je dirais quelques mots là-dessus, pour moi c'est important, cette journée c'est aussi un moment d'arrêt sur la pensée de Jean-Paul Fitoussi, comme intellectuel et comme économiste. Je ne vais pas rentrer dans des détails d'économistes ou même de méthodologie de pensée. Toute la journée y sera consacrée, des gens plus compétents que moi y aboutiront, sur différents aspects éclairciront, des points de controverse ou des points d'accord. Je voudrais juste, et en réfléchissant à ces travaux, en les relisant, pas exhaustivement, mais assez précisément dans les derniers jours et dernières semaines, vous donner une compréhension de la trajectoire de Jean-Paul Fitoussi, qui est pour moi d'une très grande actualité, comme chercheur, comme enseignant et comme président de l'OFCE. Je vois dans la pensée d'un intellectuel comme Jean-Paul Fitoussi, un intellectuel européen, je dirais, deux mouvements. Il y a un premier mouvement qui est un mouvement, je dirais, en partant de la pensée économique, de la macroéconomie, la pensée des interdépendances, la pensée de l'instabilité du capitalisme. En ce sens-là, il était keynésien pour penser toute l'instabilité, le fait que les marchés dysfonctionnent, comme il le disait dans cette vidéo. Un élargissement intellectuel pour aller de l'économie aux questions européennes, avec son séjour en Italie, à l'Institut universitaire de Florence, puis à la Luis, où il a perçu la diversité des capitalismes européens, le rôle du débat politique, le rôle des institutions. Et il a évolué du noyau de la pensée économique, avec des concepts économiques, vers les sciences politiques, petit à petit, en élargissant sa compréhension des sciences sociales. J'en prendrai comme juste deux exemples, pour moi, qui m'ont marqué. Le premier exemple, c'est le livre avec Rosan-Vallon, qui sera présenté par Pierre Rosan-Vallon aujourd'hui, Le Nouvel Âge des inégalités. C'est un livre très intéressant où il va vers l'anthropologie pour penser la crise économique française du début des années 2000. Et il cite beaucoup l'anthropologie, le concept de désaffiliation, pour essayer de penser, en tant qu'économiste, quelles sont les mesures de recommandation qu'il est susceptible de faire. Deuxième élément, bien sûr, et je dirais juste un mot là-dessus, son livre important dans le débat français, qui était Le débat interdit, sur la critique de la construction européenne, qui est d'une actualité assez incroyable, je dirais. Je pense que
beaucoup de problèmes dans lesquels nous sommes englués aujourd'hui en Europe, avec la remise en cause de Maastricht, avec le retour de la politique industrielle, avec l'évolution de la politique monétaire, sont des problèmes qu'avait perçus Jean-Paul Fitoussi. Et on a perdu beaucoup de temps, quelque part, dans la construction européenne, parce qu'il y a certains éléments de sa pensée qu'on n'a pas pris en compte. Il nous avait prévenu que l'Europe des règles ne fonctionnerait pas, qu'il y aurait des crises, qu'il y aurait un retour du choix, sortir de la règle pour aller vers des choix politiques, et qu'il fallait penser, dès les années 90, les institutions démocratiques pour décider de l'orientation de la politique économique. On ne l'a pas fait. Crise après crise, on a créé des nouveaux instruments de politique économique, un budget européen, dans un environnement très technocratique, parce qu'on n'a pas pris assez au sérieux la pensée de Jean-Paul Fitoussi, qui était que la règle, la politique de la concurrence, allait être remise en cause par la politique industrielle. Les règles de Maastricht allaient être remises en cause par la nécessité de faire de la dette publique pour stabiliser le capitalisme, etc., etc. J'en dirai pas plus. La réflexion de Jean-Paul sur la construction d'institutions pour penser à la démocratie nous a manqué dans la construction européenne, et peut-être aujourd'hui on en paye le prix, et j'espère qu'on pourra rattraper le temps perdu. Le second moment de la pensée de Jean-Paul, et on le verra dans cette journée, il me semble, c'est une réflexion sur, et nous en tant qu'économistes, une réflexion interne sur, au fond, quel est notre but, nous, comme économistes. Dans les années 70, c'était lutter contre l'inflation, réduire le chômage, assez facile, je dirais, quelque part. On est dans notre zone d'objectifs d'économistes. Puis, petit à petit, il va s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le bien-être, qu'est-ce que c'est que l'émancipation, avec les travaux avec Amartya Sen sur la notion de capacité. Et donc, il va interroger le but de l'économie. Et la réponse de Jean-Paul Fitoussi, construite petit à petit, c'est de dire, en se confrontant, et un livre important, c'est sur le nouvel âge de l'écologie avec Éloi Laurent, en disant finalement le but de l'économie ne peut pas venir des économistes. Il faut qu'on réfléchisse à nous, économistes bien sûr, mais aussi tous les théoriciens des sciences sociales, au fond, qu'est-ce qu'on veut faire croître? C'est quoi notre objectif de croissance? Cette actualité de cette pensée, elle est essentielle. Aujourd'hui, un faux débat croissance-décroissance. Depuis 20 ans, Jean-Paul Fitoussi pose la question différemment. Il nous dit, on s'arrête d'abord à savoir qu'est-ce qu'il faut faire croître. C'est quoi notre but? C'est l'égalité homme-femme, c'est le pouvoir d'achat, c'est la biodiversité. Réfléchissons à des critères et ensuite, nous permettrons de mettre l'économie au service d'un objectif. Ces critères sont des critères qui doivent être d'abord dans le débat démocratique pour orienter la politique économique. Cette pensée a précédé le grand rapport Sen-Stiglitz-Fitoussi, et là on voit la pensée de Fitoussi. Cette pensée, elle arrive à des conclusions pratiques pour orienter les politiques économiques. Cette pensée a essayé de contribuer à définir des indicateurs de bien-être dans ce rapport, des indicateurs alternatifs au PIB, pour orienter les politiques économiques et les politiques publiques. Donc dans cet exemple, on voit la trajectoire et on voit la profondeur de la pensée de Jean-Paul. Une réflexion sur le capitalisme, une réflexion sur le but même de notre discipline, la création de leviers institutionnels pour influencer le débat public avec ce rapport, et enfin un dialogue permanent avec les pouvoirs publics pour orienter les pouvoirs publics dans un sens qui soit celui, aujourd'hui on dirait du bien-être ou du bonheur, comme il le définissait à l'époque. Je pense que la pensée de Jean-Paul Fitoussi, c'est une pensée toujours actuelle, pour moi, parce que c'est une pensée qui permet d'articuler la discipline la plus stricte, comme je disais dans cette petite vidéo, avec l'analyse économique, les prévisions, tout ça c'est absolument nécessaire, et autant le faire, et il faut le faire rigoureusement. C'est une partie de l'héritage de Jean-Paul Fitoussi pour l'OFCE, mais en même temps une profondeur intellectuelle pour qu'on réfléchisse au sens de l'économie, nos objectifs et les nouvelles étapes, maintenant qui sont notre actualité, de la construction européenne. Quelles sont les institutions qui nous permettront de définir notre bien commun? Est-ce que ce sera le Parlement européen? Est-ce que ce sera la coordination des parlements nationaux? Est-ce que ce sera une façon de penser ensemble et d'employer les bons mots pour désigner les bonnes choses, qui était son dernier livre, Comment on nous parle? Cet rapport intellectuel, pratique et politique, je pense que c'est un grand héritage de Jean-Paul Fitoussi. Je voulais dire ces quelques mots qui sont une lecture personnelle, parce que j'ai eu la chance et l'honneur de prendre sa succession à la présidence de l'OFCE, et ce que je perçois de son héritage, ce n'est
qu'un petit peu d'éléments superficiels, parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont voulu être là et développeront les choses plus précises sur chacun de ces éléments. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui, dans ce grand amphi qu'il affectionnait comme enseignant. Et Mathias Vichra, en début d'après-midi, reviendra sur la contribution de Jean-Paul à la construction de Sciences Po et à certains échos de sa voix dans cet amphi. Donc j'en dirai pas plus sur ce plan-là. Je voudrais juste finir pour vous dire que j'ai hâte d'entendre tous ces débats, toutes les questions, toutes les interventions. Cette journée est dense, on a prévu des questions de la salle. Nous commençons un tout petit peu en retard, mais c'est le charme de la pensée intellectuelle, de prendre son temps pour se développer. Donc je ne dis pas plus. Merci encore. Je passe la parole à Céline Antonin, si tu veux bien nous rejoindre et animer ta table ronde. Bonjour. Je ne sais pas si ça marche par contre. Ouais. Alors, chers collègues, chers amis, merci Xavier pour ce beau discours introductif. Alors, pour ma part, il est difficile d'embrasser en quelques mots un sujet aussi large que celui des enjeux de la pensée macroéconomique et de l'analyse économique. Je vais donc me limiter à quelques réflexions liminaires avant de donner la parole à mes collègues autour de cette table. Alors, vous me permettrez de débuter cette introduction par un témoignage d'ordre personnel. J'ai une reconnaissance et une affection particulière pour Jean-Paul Fitoussi. Il a été mon professeur sur ces bancs. Il est aussi la première personne qui m'a donné ma chance en me recrutant à l'OFCE en 2009, alors que j'étais encore étudiante. Et bien qu'il ait quitté l'OFCE un an plus tard, il n'a eu de cesse de m'encourager dans ma carrière, et carrière qu'il a suivie de près. C'était quelqu'un d'humainement très attachant et d'extrêmement bienveillant envers ses collaborateurs. Je reviens à notre sujet. Aujourd'hui, l'Union européenne est confrontée à une résurgence de l'inflation, inflation que nous avons cru disparue. La crise actuelle fait écho à la crise pétrolière des années 70 qui a vu apparaître le phénomène de stagflation et qui a été aussi une pierre angulaire dans l'évolution de la pensée macroéconomique. Alors, très sommairement, la pensée macroéconomique d'inspiration néo-keynésienne a régné sans partage de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 70. Et à partir des années 70, une approche alternative s'est progressivement dégagée pour aboutir à la refondation de la macroéconomie. Elle s'est d'abord faite dans un esprit néoclassique, sous l'impulsion initiale de Lucas, puis avec la réintégration d'éléments keynésiens. Ainsi, plusieurs auteurs se sont attachés à réhabiliter l'analyse keynésienne et à prouver comment cette dernière peut absorber l'analyse et la théorie néoclassique. Et c'est dans cette ligne de pensée qui est toujours d'actualité que s'inscrit Jean-Paul Fitoussi. Alors, Jean-Paul Fitoussi était un théoricien. Il s'est très tôt emparé du chantier des fondements microéconomiques de la macroéconomie qui visait à compléter la théorie keynésienne. Donc pour lui, ces fondements ne résident pas dans le comportement d'optimisation d'agents individuels sous contrainte, mais dans la structure des agrégats, et mes collègues Jean-Luc Gaffard et Rodolphe dos Santos Ferreira vont largement revenir sur ces points, donc je n'en dis pas plus. Jean-Paul Fitoussi était également un observateur de son temps, ancré dans le réel, ce qui est une qualité indispensable à l'analyse économique. L'épreuve des faits peut et doit nous conduire à redéfinir nos analyses et nos priorités de politique économique. Et Massimo Egidi et Agnès Benassi-Kéré reviendront aussi sur ce point. Alors je voudrais vous citer une phrase qui figure dans l'ouvrage de Jean-Paul Fitoussi, Le théorème du lampadaire. Si les objectifs que la politique économique met en lumière ne sont pas ceux qui importent vraiment pour les sociétés, nous n'aurons aucune chance de comprendre pourquoi le fait de les avoir atteints ne résout nullement le problème initial.
phrase qui résume assez bien sa pensée. Enfin, Jean-Paul Fitoussi était un penseur de la macroéconomie. Aujourd'hui, notre discipline souffre parfois d'un double écueil, soit une formalisation excessive au détriment des faits, soit l'observation sans théorie sous-jacente. La force de Jean-Paul Fitoussi était de concilier les deux, de penser l'économie dans toutes ses dimensions, politiques, historiques et sociales, comme l'a rappelé Xavier. Pour conclure, je reprendrai les mots de Keynes, qui donne une définition de l'économiste que Jean-Paul Fitoussi aura su incarner avec panache. Selon Keynes, l'économiste doit être mathématicien, historien, homme d'État, philosophe dans une certaine mesure. Il doit comprendre les symboles et s'exprimer avec des mots. Il doit penser le particulier en termes du général et doit aborder l'abstrait et le concret dans un même élan de pensée. Il doit étudier le présent à la lumière du passé en vue du futur. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous présente les intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir. Donc, Rodolphe dos Santos Ferreira, qui est professeur émérite à l'Université de Strasbourg et qui nous parlera des premiers pas de l'analyse macroéconomique de Jean-Paul Fitoussi. Jean-Luc Gaffard, qui est professeur des universités à l'Université Côte d'Azur et chercheur affilié à l'OFCE, qui rendra hommage au théoricien qui était Jean-Paul Fitoussi. Ensuite, nous aurons donc via la par visio Agnès Benassi-Kéré, qui est chef économiste à la Direction générale du Trésor et qui nous parlera du présent. Comment penser la macroéconomie dans la crise actuelle? Et enfin, Massimo Egidi, professeur émérite à l'Université Louis de Rome, qui parlera de la dimension plus politique et philosophique de l'œuvre de Jean-Paul Fitoussi, notamment du déclin de l'homme politique au sens weberien du terme, donc tout un programme. Donc Rodolphe dos Santos Ferreira. Merci Céline. Jean-Paul Fitoussi et l'analyse macroéconomique. Un vaste sujet que je ne pourrais aborder que par un tout petit bout. Je m'en tiendrai à ces premiers pas, qui sont un peu les miens, tout en essayant d'apprécier dans quelle mesure ces pas résonnent encore aujourd'hui. Nous nous sommes initiés tous les deux à l'analyse macroéconomique, plus ou moins ensemble, à Strasbourg, dans la deuxième moitié des années 60. À l'époque, l'entrée du domaine était signalée par un grand écriteau « No bridge ». Pas question de glisser sans à-coup du domaine supposé plus familier de l'analyse microéconomique à celui de l'analyse macroéconomique. Pourtant, il a bien fallu essayer de franchir le pont, un pont en tout cas, et on l'a fait en prenant au sérieux le problème de l'agrégation. Agrégation des biens, agrégation des agents, agrégation de leurs relations. De mon côté, je me suis engagé dans une thèse consacrée aux controverses dites à l'époque cambridgienne sur la théorie du capital, une des grandes modes de l'époque, et la thématique était centrée sur la conservation ou la destruction des propriétés de la fonction de production quand on passait par l'agrégation des facteurs et des produits du niveau micro au niveau macro. Est-ce que les propriétés sont conservées, ne sont pas conservées, etc. Jean-Paul, lui, est entré de manière plus frontale dans l'analyse macroéconomique avec une thèse sur l'inflation et le chômage. Son idée principale était que l'un et l'autre phénomène constituent des réponses macroéconomiques à des déséquilibres microéconomiques. Admettons que l'ajustement sur un marché en situation d'excès de demande se traduise par une hausse à la fois du prix et de la quantité jusqu'à la résorption de l'excès. Mais admettons aussi que cet ajustement soit asymétrique, concernant davantage le prix quand l'excès est positif, davantage la quantité quand il est négatif. Alors, la simple dispersion des déséquilibres sur les différents micromarchés introduit à la fois un biais inflationniste et un biais récessionniste. Dans une situation d'équilibre global, sans excès de demande agrégée, son simple déplacement d'un micro-marché à l'autre provoque sur le marché en défaut une baisse du prix plus faible et une baisse d'activité plus forte, en valeur absolue, que les hausses correspondantes sur le marché en excès. D'où une hausse du prix moyen
et une baisse de l'activité moyenne provoquée par un simple accroissement de la dispersion des excès de demande sans la moindre variation de la valeur totale. Voilà l'idée principale de la thèse. Au début des années 70, avec la publication de l'ouvrage collectif édité par Edmund Phelps et consacré au fondement microéconomique de la théorie de l'emploi et de l'inflation, ce thème des microfondements, qui était resté plutôt implicite dans nos deux thèses, a eu tendance à déplacer le centre de gravité de nos préoccupations du problème de l'agrégation elle-même vers ses présupposés théoriques qui concernaient le comportement des agents. Ce déplacement est devenu tellement décisif dans les pratiques dominantes de la discipline que les macroéconomistes se sont largement accommodés de la figure de l'agent représentatif au risque de rendre triviale l'agrégation elle-même. En relisant un article de Jean-Paul Fitoussi publié en 1984, consacré au développement récent à l'époque de la théorie macroéconomique, j'ai ravivé mon souvenir de sa résistance à une telle dérive du programme des microfondements. Cet article rappelle d'une part l'évanouissement des propriétés structurelles des fonctions de demande excédentaire qui résultent de l'agrégation conformément au théorème de Mantel-Sonnenschein-Debreu. Donc quand on passe du niveau micro au niveau macro, les propriétés essentielles de la demande excédentaire sont perdues. On a là une sérieuse menace dirigée contre le traitement trivial de l'agrégation qu'il faudrait prendre au sérieux. L'article mobilise d'autre part, comme support du programme des microfondements, la théorie, il faudrait peut-être dire les théories de l'équilibre général, où le système peut être présenté selon les problématiques à des différents niveaux d'agrégation. Donc, nul besoin d'effectuer directement un saut périlleux du niveau privilégié des décisions individuelles à celui de l'économie dans son ensemble, lequel incite au recours à la convention de l'agent représentatif, encore une fois, télescopant les deux niveaux. Sa conception d'une analyse macroéconomique microfondée était donc très loin de celle parfois véhiculée par les modèles des SGE qui sont devenus dominants depuis, une vision qui se concentre sur les décisions d'un consommateur représentatif et au mieux d'une entreprise représentative qui est parfois réduite à une fonction de production. Dans un tel monde, peuplé par des agents représentatifs confrontés à un seul produit homogène, aucune place pour les changements structurels, aucune place pour n'est laissée aux thèmes que nous abordions dans nos deux thèses. Il n'y a pas de place pour les changements structurels des fonctions de demande ou de production associées à l'agrégation. Il n'y a pas de place pour l'émergence des phénomènes globaux qui sont déclenchés par des déséquilibres microéconomiques. Mais il n'y a pas de place non plus pour les inégalités, pas de place pour l'hétérogénéité de l'information, pas de place pour les effets intersectoriels, pas de place pour les interactions stratégiques. Ce qui était à juste titre envisagé comme un progrès théorique capital, la prise en compte des fondements microéconomiques des relations macro qui étaient jadis introduites de manière purement ad hoc, a fini par jouer un rôle durable d'obstacle dans le développement de la théorie macroéconomique. En fait, pas seulement de la théorie. La question n'est pas purement académique. Le régime des allocations de chômage vient d'être modifié en France. Le gouvernement a voulu introduire de la contracyclicité dans le versement des allocations. Une durée de versement réduite de 25% pour inciter les chômeurs à rechercher plus activement un emploi, mais une durée normale, qui est en fait la durée actuelle, si la conjoncture est défavorable, ce qui diminue la probabilité d'une recherche d'emploi aboutie. Le principe d'une telle politique est tout à fait raisonnable, mais la simplicité des conditions d'application de cette politique, qui a été également voulue par le gouvernement, conduit à introduire un critère simple pour définir une conjoncture défavorable. Un taux de chômage supérieur à 9% ou une progression de ce taux supérieure à 0,8 points sur un trimestre. On a en tête un marché représentatif où des travailleurs homogènes
cherchent à se faire embaucher avec une égale probabilité de réussite. La dispersion des demandes excédentaires sur les micro-marchés de travail, pour revenir à la thématique de la thèse de Jean Paul, ne tire pas conséquence. L'appartenance en pratique à un secteur en contraction, à un métier obsolescent ou à une classe d'âge élevée qui diminue significativement la probabilité de trouver un emploi ne se traduisent cependant pas dans ce monde, mais ce monde est maintenant réel et pas purement virtuel, par la moindre différenciation de régime. L'agent représentatif n'est donc pas seulement une abstraction commode. Je ne voudrais surtout pas réduire la thématique que je viens d'évoquer, le positionnement de Jean-Paul Fitoussi au sein de la théorie macroéconomique. Dans cette courte intervention, je n'ai fait qu'évoquer quelques résonances de ses premiers pas dans le domaine, et je pense que Jean-Luc Gaffard va avoir l'opportunité d'élargir le tableau. Merci. Jean-Luc. Alors j'ai le plaisir, donc merci Rodolphe, de donner la parole à Jean-Luc Gaffard à présent. Ça marche, oui. C'est pas sans une grande émotion que je viens ici aujourd'hui pour rendre hommage à Jean-Paul Fitoussi, qui pour moi reste un maître, un complice et un ami très cher, avec qui j'ai travaillé pendant 52 ans, d'abord à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, puis à l'OFCE. Aujourd'hui, je voudrais d'abord rappeler que l'une des grandes qualités de Jean-Paul, c'était d'avoir l'intuition des grandes questions en économie, de poser les bonnes questions au bon moment, essentiellement parce que c'était un grand économiste, qui avait une grande culture, qui dépassait très largement le champ de l'économie. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est rendre hommage au théoricien qui était Jean-Paul Fitoussi, qui est une qualité qui est trop souvent méconnue, probablement parce que Jean-Paul avait comme souci de développer une analyse économique qui est très rapidement un débouché en termes de propositions de politique économique. Et donc trop souvent, on a voulu s'en tenir au fait qu'il observait la réalité, qu'il observait le monde et qu'il proposait des solutions de politique économique, en oubliant que tout ça reposait sur des fondements théoriques très importants et qui sont présents dans l'œuvre de Jean-Paul dès le début de son activité intellectuelle. Et je reviendrai tout à la fin, j'ai toujours pensé que nos carrières académiques sont totalement déterminées par nos premières années, par nos années de formation et nos années de thèse. Alors, Jean-Paul Fitoussi termine sa thèse au début des années, en 1971, et c'est une période qui est tout à fait particulière, parce que c'est une période de rupture, qui à l'époque s'est traduite par une augmentation considérable du prix des matières premières, laquelle augmentation a engendré des transformations structurelles importantes, c'est-à-dire vous avez des activités qui vont entrer en déclin, et d'autres activités qui vont être les activités d'avenir, qui vont être en expansion. Et je crois que j'y reviendrai tout à l'heure, c'était très important de lier les deux. Et donc, face à cette question nouvelle qui s'est incarnée dans ce qu'on a appelé la stagflation, c'est-à-dire l'augmentation simultanée de l'inflation et du chômage, il y a deux courants de pensée qui se sont développés à l'époque dans le milieu académique. Le premier courant de pensée, même si c'est un peu caricatural sans doute, c'est un retour à l'économie d'avant Keynes. Ce retour à l'économie d'avant Keynes est essentiellement incarné dans l'idée qu'il ne faut pas expliquer l'inflation et le chômage ensemble. L'explication de l'inflation est dissociée de l'explication du chômage. Et d'autre part, la sphère monétaire est dissociée de la sphère dite réelle de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a une économie réelle et puis dissociée d'elle, il y a une économie monétaire. Ce qui va déboucher d'ailleurs sur plusieurs aspects. D'abord, l'introduction de règles simples, de règles de politique monétaire, en disant on va résoudre tous nos problèmes en imposant une règle intangible en matière de gestion monétaire, et puis qui va se traduire petit à petit par l'émergence d'une nouvelle macroéconomie. Cette nouvelle macroéconomie la conçoit comme étant la convergence vers un équilibre de longue période. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'équilibre de longue période va devenir l'élément structurant de la réflexion macroéconomique. Et puis au bout du compte, on va même arriver à l'idée qu'il faut trouver effectivement des fondements microéconomiques, dont faisait état Rodolphe il y a un instant,
en disant, au fond, tout dépend du comportement des consommateurs, qui vont être des agents qui optimisent de manière intertemporelle leur choix de consommation, qui en plus sont des consommateurs représentatifs, c'est-à-dire qu'effectivement, on va laisser de côté complètement la complexité même de la macroéconomie. Le deuxième courant, la deuxième ligne qui va se développer à l'époque, je la qualifierais de retour à Keynes, sous l'impulsion de deux auteurs emblématiques de l'époque, qui étaient Bob Clower et Axel Lionel-Food. Pour ces deux auteurs, le vrai problème, c'est le problème de défaut de coordination en déséquilibre, le défaut de coordination entre les agents économiques sur les marchés de biens comme sur le marché du travail, et plus encore un défaut de coordination intertemporelle, c'est-à-dire un défaut d'établissement des plans intertemporels des agents, qui va s'incarner dans une fixation du taux d'intérêt qui ne sera pas un taux d'intérêt d'équilibre et qui, en l'occurrence, chez Keynes et puis plus tard, sera des taux d'intérêt plus élevés que le taux réputé naturel. Par rapport à ces deux lignes de réflexion, Jean-Paul Fitoussi va adopter systématiquement et de manière continue, pendant les 40 années ou 50 années qui suivent, le second de ces chemins. C'est-à-dire qu'il a toujours prôné un retour à Keynes, mais qui n'est évidemment pas un retour à ce qu'on va appeler la vulgate keynésienne, ou ce qu'on appelait la synthèse néoclassique, qui était précisément cette analyse qui avait dominé dans les années 50 et 60, avec un certain succès, il ne faut pas l'oublier, mais qui a été remise en cause du fait de ce phénomène de stagflation qui était impensable dans la théorie macroéconomique standard, dans la vulgate keynésienne. En empruntant ce chemin, Jean-Paul Fitoussi écrit une thèse sur la stagflation. C'est une thèse qu'il va soutenir en 1971, où il explique ce que nous disait il y a un instant Rodolphe dos Santos, que les phénomènes macroéconomiques, et en particulier le taux d'inflation et le taux de chômage, dépendent de la structure de l'économie, et en particulier de la structuration intersectorielle de l'économie. Il a dit qu'il y a des secteurs qui sont en demande excédentaire, il y a des secteurs qui sont en offre excédentaire, et il se trouve qu'ils n'ont pas les mêmes réactions en termes de prix et de quantité. C'est-à-dire, c'est l'idée que les prix sont plus flexibles à la hausse qu'à la baisse dans le cadre des secteurs en demande excédentaire, et l'inverse dans le cadre des secteurs en offre excédentaire. Et donc, vous pouvez avoir un maintien de l'équilibre global, et en même temps une augmentation du taux d'inflation et du taux de chômage, et ce qui permet de comprendre que la fameuse courbe de Phillips qui nous expliquait que l'inflation et chômage étaient contradictoires, eh bien non, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles le taux d'inflation et le taux de chômage augmentent simultanément. Je voudrais simplement au passage souligner que cette thèse a été soutenue en 1971 et que la même thèse, le même raisonnement va être développé en 1972, donc un an après la soutenance de la thèse de Jean-Paul Fitoussi, par James Tobin. Vous savez qu'il a été prix Nobel d'économie, dans son adresse à l'American Economic Association, où il développe absolument les mêmes analyses, ce qui montre la qualité de théoricien qu'avait Jean-Paul Fitoussi. Cette approche n'a pas connu d'écho. Elle a été ignorée en réalité. Et elle a été ignorée, à mon sens, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle ne pouvait pas déboucher sur des règles de politique économique simples. J'ai dit tout à l'heure que la position qui était en fait la position monétariste, vous disiez, disait aux politiques, c'est très simple, rendez les banques centrales indépendantes et donnez-leur comme objectif de fixer un taux d'intérêt sur la base d'une règle simple. Là, ce n'est pas du tout pareil. Vous imaginez que quand vous avez en tête la complexité du monde et que par ailleurs vous restez, comme c'était le cas de Keynes, un partisan de l'économie de marché, des règles simples, ce n'est pas possible. La deuxième raison, c'est que, au fond, Jean-Paul Fitoussi posait en principe l'existence de déséquilibres à un moment donné du temps, sans expliquer d'où venaient ces déséquilibres. Et je pense que ça, c'est un vrai problème, parce que d'une certaine manière, l'analyse restait une analyse statique et pas une analyse dynamique. Alors à ce point, je voudrais souligner qu'un peu plus tard, c'est-à-dire en 1978, dans un article avec Nicolas Georgescu-Roegen, Fitoussi reprend le sujet, influencé par Nicolas Georgescu-Roegen et à travers Nicolas Georgescu-Roegen par Schumpeter, où il explique qu'en fait les économies de marché sont des économies intrinsèquement instables, donc produisent des déséquilibres, parce que ces économies sont le siège d'innovations répétées. Et ces innovations sont des innovations qui mettent systématiquement l'économie hors de l'équilibre.
Et à ce point-là, dans cet article, Jean-Paul Fitoussi et Nicolas Georgescu-Roegen expliquent qu'au fond, il n'existe pas d'équilibre de long terme. Et donc, vous voyez qu'on ne peut plus considérer que la macroéconomie, c'est la conséquence, c'est la convergence vers un équilibre de long terme. Et par ailleurs, ils soulignent ce qu'ils ont appelé eux-mêmes l'irréversibilité de la fonction d'offre, c'est-à-dire qu'à l'arrière-plan, c'est l'idée que les investissements réalisés par les entreprises ont un côté irréversible qui va structurer une évolution qui restera toujours une évolution hors de l'équilibre et qu'il faudra maîtriser d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire en fait par la politique économique. Dans la même période, Jean-Paul Fitoussi s'est intéressé dans un article magistral dans un livre qu'il avait publié chez Blackwell sur ce qu'on appelait la théorie des déséquilibres. En fait, à la suite des travaux de Klauer et de Lion-Food à la fin des années 60, s'est développée notamment en France une théorie dite du déséquilibre qui en fait était une théorie des équilibres généraux avec rationnement. Fitoussi s'en est séparé assez rapidement, il explique dans ce texte, en disant qu'au fond, ce n'est pas parce qu'il peut y avoir plusieurs équilibres qu'on a vraiment posé le problème de coordination. Parce que vous aurez peut-être compris que ce qui est au centre de sa préoccupation, c'est la coordination de l'activité économique. Et donc, ce n'est pas parce qu'on décrit plusieurs types d'équilibres qu'on va parler vraiment de coordination. On va sans doute parler de coordination à l'équilibre, c'est-à-dire l'arbitrage entre des équilibres aux conséquences, aux effets différents, mais pas du processus de succession des déséquilibres et la manière de les maîtriser. Et donc, il s'en sépare, et il s'en sépare aussi pour une raison importante, c'est qu'au fond, ces modèles en fait, d'équilibre général avec rationnement sont des modèles qui persistent dans la distinction entre une économie monétaire et une économie réelle. Et finalement, ils vont expliquer que la cause du chômage, c'est le fait que les prix et les salaires sont rigides. Alors que Fitoussi, dès le début, a adhéré à une autre perspective qui était celle d'Lion-Food en disant le problème, c'est le taux d'intérêt. Et qui est évidemment présente chez Keynes, c'est la détermination du taux d'intérêt qui fait qu'il peut y avoir du chômage. Et donc, à travers cela, on intègre en fait les marchés de biens et du travail d'un côté et les marchés financiers de l'autre. Et donc, ceci explique pourquoi, et aussi les questions qu'il fallait se poser à ce moment-là, Jean-Paul Fitoussi, à cette période, c'est-à-dire à partir des années 80, va tourner ses analyses vers la question du taux d'intérêt. Et il va mener un combat intellectuel pour expliquer que les difficultés des économies européennes en particulier ne sont pas liées à la rigidité des prix et des salaires sur les marchés de biens et du travail, mais est liée à une hausse des taux d'intérêt. Et il va en particulier écrire sur ce thème un petit livre avec Edmund Phelps. Moi, ce que je retiens de l'analyse de Jean-Paul sur cette question de détermination des taux d'intérêt, c'est plutôt le fait qu'il va mettre l'accent sur les effets de taux d'intérêt trop élevés. Et ces effets sont des effets structurels. Bien sûr, parmi ces effets, il y a la redistribution du pouvoir entre les prêteurs et les emprunteurs, et donc c'est un vrai fondement microéconomique, de quelque manière, parce que ces changements de distribution entre prêteurs et emprunteurs vont avoir des effets globaux. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il va insister sur les dissymétries, les asymétries, là encore, d'une hausse des taux d'intérêt sur les performances des différents pays. Et c'est comme ça qu'avec Phelps, il va expliquer pourquoi la hausse des taux d'intérêt a beaucoup plus d'effets négatifs dans le cas des pays européens que ce n'est le cas pour l'économie américaine. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation que vous connaissez tous, qui est une situation dans laquelle il y a une forte hausse du prix des matières premières. Je vais essayer. Il y a une forte hausse du prix des matières premières et en même temps, il y a des transformations structurelles qui sont extrêmement importantes puisqu'on est au bord d'une transition digitale et d'une transition écologique. Et donc, les travaux de Jean-Paul Fitoussi par rapport à ça sont d'une extraordinaire actualité. Et cette actualité implique que l'on développe une macroéconomie du déséquilibre, qui est une macroéconomie qui veut dire qu'il faut se garder de la flexibilité des prix et des salaires, qu'il faut se garder du recours à des règles intangibles. Probablement, ce qui est en cause, comme ça l'était au début des années 70, c'est d'un retour à Keynes, c'est-à-dire d'un retour à une analyse
qui articule le long terme et le court terme, qui met en avant l'interdépendance entre l'offre et la demande. Et je crois profondément, et ça c'était lié à mes propres travaux sur le sujet, mais fortement inspiré par Jean-Paul, que pour ce faire, on a besoin de développer une théorie de la production qui met en place la dimension temporelle de la production, c'est-à-dire le fait que pour produire, il faut construire des capacités avant de pouvoir les utiliser. Et là, il y a deux grands auteurs qui sont extrêmement importants, et le premier a beaucoup marqué Jean-Paul Fitoussi, c'est Nicolas Georgescu-Roegen. Le deuxième, c'est John Hicks, dans Capital and Time, ouvrage aussi laissé trop longtemps dans l'ombre. Voilà, je voudrais terminer en disant que Jean-Paul Fitoussi, comme vous l'imaginez, a beaucoup marqué ma vie intellectuelle, ma vie personnelle aussi, et j'ai en souvenir évidemment les années de Strasbourg, années de formation pour moi et pour lui, des années que nous n'avons pas oubliées. J'avais une conversation il y a quelques jours avec Annie Fitoussi, où on se rappelait ces jours heureux de notre jeunesse à Strasbourg. Je vous remercie. Merci Jean-Luc. Alors je voudrais à présent donner la parole à Agnès Benassi-Kéré, qui est normalement en duplex de Bruxelles. Donc, Vous m'entendez? Bonjour à tous. Oui, parfait, merci. Oui. Bon alors d'abord, excusez-moi de ne pas être parmi vous, je suis vraiment confuse de mon absence. Je devais être là et puis au dernier moment, j'ai été obligée de venir à Bruxelles. Et comme je tenais vraiment à participer à cette réunion, donc merci de m'avoir offert la possibilité de participer à distance. Alors, bon, moi, j'admire énormément l'homme, Jean-Paul Fitoussi, sa pensée, sa compréhension du monde. Je l'ai côtoyé, j'ai échangé beaucoup avec lui sans avoir directement travaillé avec lui. Alors, comme je ne suis pas une théoricienne et que Rodolphe et Jean-Luc viennent de tracer son œuvre de manière extrêmement convaincante et vraiment intéressante, merci à eux. Je vais peut-être me placer sur un autre terrain qui est le terrain qui a été ouvert tout à l'heure par Xavier, des implications sur la politique économique. Alors Jean-Luc en a touché un mot il y a un instant et je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Alors, Jean-Paul était vraiment un macroéconomiste au sens où si on cherche des mots-clés de la macroéconomie qui sont dans son écosystème, hein, c'est vraiment le chômage, la formation des salaires, les taux d'intérêt réels, la productivité, les inégalités, la transition écologique où il a été vraiment pionnier, l'Europe bien sûr, et des concepts alors je sais, donc j'ai bien écouté ce que disait Rodolphe tout à l'heure, mais c'est quand même un vrai macroéconomiste qui a tenu le flambeau à une période où la macroéconomie était quand même dans une période de basse eau, je dirais, où la crise financière de 2008 a peut-être redonné une impulsion à la macroéconomie après une période donc de grande modération où finalement c'était on percevait l'économie, la macroéconomie comme relativement ennuyeuse, hein, avec une courbe de Phillips plate, avec des fluctuations qui étaient devenues très modérées, etc., etc. Alors, ce qui m'intéressait vraiment beaucoup dans son travail et de la manière dont il a poussé et où il a absorbé aussi les nouveautés de son époque au fur et à mesure, c'est vraiment de penser l'économie comme un système. Donc, Xavier en a touché un mot tout à l'heure, et de plonger donc ces concepts macroéconomiques dans des institutions qui pour lui étaient absolument capitales, les institutions du marché du travail notamment, les syndicats, la réglementation, les institutions européennes bien sûr, et aussi celles des marchés financiers. Donc je pense que ça c'est très important, c'est très moderne et utile aujourd'hui. Donc quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui essentiellement, donc depuis là où je parle, donc on a un choc massif de termes de l'échange, donc qui pose à la fois des questions macroéconomiques, de boucle prix-salaire, inflation, emploi, PIB, taux d'intérêt, mais également des questions d'inégalité, de répartition de ce choc, puisque nous faisons un chèque très gros au reste du monde, et donc il faut, cet argent, nous n'avons plus, il faut répartir la perte. Nous avons aussi sur la table la question des politiques de lutte contre le réchauffement climatique, l'impact sur le PIB, sur l'emploi, sur l'inflation, les taux d'intérêt, mais également les inégalités. Et tout cela pose la question du régime de croissance, qui est un sujet qui intéressait au plus haut point Jean-Paul Fitoussi. Donc la fin
peut-être la fin d'un mouvement de mondialisation, sans parler de démondialisation, la fin de l'augmentation des échanges par rapport à l'activité économique, le vieillissement, bien entendu, le progrès technique avec un ralentissement des gains de productivité qu'on a connus, mais aujourd'hui, une accélération du progrès technique dans le domaine notamment de la décarbonation, qui est assez impressionnant. La perspective, après la transition, d'avoir éventuellement une économie avec une énergie très peu chère en termes de coût marginal, et une crise des institutions, une crise de la confiance, et donc une difficulté très importante pour les politiques publiques. Rodolphe a parlé tout à l'heure de la réforme des allocations chômage, de la protection de l'assurance chômage. Il y a évidemment un arbitrage à faire entre faisabilité, compréhension par le public et les choses intelligentes. Donc, c'est vrai qu'on les économistes qui regardent de près la politique économique sont constamment un peu ballottés entre la volonté de faire des choses intelligentes, le plus intelligentes possible et compréhensibles par le citoyen et par le monde politique. Alors, je pense que ce que montre aussi l'œuvre de Jean-Paul, c'est l'utilité des connaissances accumulées. Et là, il ne faut pas se décourager. Les connaissances accumulées sont utiles aujourd'hui. Et aujourd'hui, on redécouvre aussi des choses dont Jean-Paul avait eu l'intuition, et même, plus que l'intuition, comme par exemple les questions sectorielles, comment on peut avoir des déséquilibres qui sont différents selon un secteur. On a redécouvert ça un peu avec le Covid, le concept de choc d'offres keynésien, ce qui a été appelé choc d'offres keynésien, avec des restaurants qui ferment par décision publique, donc choc d'offres, puisque la demande est toujours là, et qui entraîne des chocs de demande dans d'autres secteurs qui sont complémentaires, comme par exemple le transport de personnes par taxi. Donc, je pense que ça, il faut qu'on fasse attention de ne pas réinventer la roue, mais plutôt de pousser les idées plus loin et de modéliser de manière à pouvoir quantifier. Donc ça, c'est vraiment ce que nous devons faire. Il y a également un peu aussi une réhabilitation du raisonnement en équipe générale. Alors, avec des contraintes, bien sûr, des contraintes financières, des contraintes, toutes sortes de contraintes, mais quand même en équipe générale, c'est-à-dire, et ça, je pense, un apport très grand de Jean-Paul, c'est de penser, par exemple, des équipes du marché du travail en lien avec ceux du marché financier et les taux d'intérêt réels. Donc, je pense que Jean-Paul, aurait été, alors c'est toujours très difficile de dire ce genre de choses, mais aurait été vraiment intéressé par les développements actuels de la macroéconomie avec des agents hétérogènes qui parfois vont un peu, de mon point de vue, un peu trop loin au sens où les résultats sont pas forcément très massifs en termes de, par exemple, si on pense à l'impact des inégalités, des hétérogénéités sur les cycles économiques, mais parfois peuvent vraiment nous apporter énormément. Je pense notamment à ce qu'on peut faire pour intégrer l'impact des politiques publiques à la fois sur les dynamiques agrégées et sur les inégalités. Donc je pense que c'est vraiment en accord et donc je pense que ça l'aurait furieusement intéressé. Alors, la pensée économique est naturellement stimulée par les crises successives. Donc, on connaît un peu les différentes crises, les différentes générations de crises de change qui ont donné lieu à différentes générations de modèles de crise de change. La crise financière mondiale qui a permis aux macroéconomistes de se pencher sur les contraintes financières et de mettre des banques, un système financier dans leur modèle, ce qui était quand même, on a redécouvert le concept de liquidité, par exemple, et donc ça nous fait progresser collectivement. Le choc Covid, j'en ai parlé. L'énergie qui fait aussi redécouvrir la courbe de Phillips, qui était éclipsée, et les chaînes de valeur, les modélisations input-output, et donc qui me remet vraiment au goût du jour, et je vais terminer là-dessus, qui me met vraiment sur le devant de la scène, des analyses de vraies belles macroéconomies telles que Jean-Paul a pu en développer lui-même sur le plan théorique et aussi toujours en lien avec la politique économique et qu'il a aussi impulsé à l'OFCE
Et donc, on lui est aujourd'hui vraiment redevable de ses idées. Merci Agnès. Donc je donne enfin la parole à Massimo Egidi, qui lui va nous parler de la dimension plus politique et philosophique de l'œuvre de Jean-Paul Fitoussi. Oui, merci. Aussi, je reporte les discussions un peu, comment dire, pas tellement positives, mais des discussions critiques qu'on a eues avec Jean-Paul dans les dernières années et qui étaient la plupart un peu pessimistes aussi. Dans le 2009, commentant les effets de la crise, dans son ouvrage L'éthique du capitalisme, Jean-Paul écrivait « Il faudrait... » Ça va ? Jean-Paul écrivait « Il faudrait ainsi, notamment, pour redonner de l'avenir au futur, déréguler les démocraties, c'est-à-dire faire davantage de place à la volonté politique et mieux réguler le marché. Seule une telle inversion de la hiérarchie présente permettra de réhabiliter le long terme et favorisera l'investissement des États dans les biens publics mondiaux, qui constituent autant des biens premiers ou des capacités pour la population de la planète. Mais je pense qu'au cours des années, le doute que le monde politique soit capable de développer des politiques de qualité est devenu presque une certitude, et dans ces derniers travaux, on trouve une réflexion ironique sur le fait que ces politiques sont restées sur le papier. Comment dire à un malade qu'il est en bonne santé? Et le sous-titre d'un livre récent dans lequel il affirme que même que les idées pour formuler telles politiques sont abandonnées au profit des idées traditionnelles de la tradition néoclassique. Ces idées sont répandues dans le langage journalistique et quotidien à l'exclusion des explications alternatives des faits économiques, comme les explications keynésiennes. Un nouveau langage économique, une sorte de newspeak orwellien, est ainsi largement accepté. Jean-Paul dit, dont le but principal est de ne pas offenser, de ne déplaire à personne et de donner à chacun l'impression d'apprendre quelque chose. Mais en réalité, il s'agit d'un langage appauvri, aligné sur le politiquement correct, qui réduit la capacité à analyser les problèmes, à reconnaître les déséquilibres et les conflits sociaux. Bon, je crois que la capacité de traiter les conflits sociaux et économiques et de proposer des solutions crédibles est précisément le rôle noble de la politique. Au cours des dernières décennies, le déclin de ce rôle s'est accompagné de l'émergence rapide de nouveaux leaders politiques qui captent le mécontent social croissant par des promesses populistes à court terme. Dans ce qui suit, je proposerai très vite une explication possible de ce processus fondé sur 3 points. Le rôle ambigu des leaders politiques, la rationalité politique limitée des citoyens et la fragmentation des idéologies. Premier, la caractéristique du leader charismatique weberien est de parier sur l'avenir dans un échange entre le long et le court terme, en indiquant aux citoyens un chemin risqué pour obtenir des bénéfices à long terme au prix de possibles sacrifices à court terme. Sur la base d'un pur calcul utilitaire, il est peu probable que cet échange soit accepté par les citoyens, qu'ils devraient accepter des pertes probables à court terme contre des bénéfices futurs improbables. Pour que les citoyens acceptent ces échanges, il est nécessaire que les leaders puissent partager des motivations plus profondes que le calcul utilitaire. Il est nécessaire de partager un système de valeurs et d'idéaux qui fournissent la motivation pour prendre le risque d'une perte. La capacité de persuasion est donc une caractéristique essentielle du leader politique. On le retrouve déjà dans les analyses de Max Weber et de Schumpeter. Mais la persuasion a une double nature. Max Weber décrit bien l'ambiguïté du rôle du leader politique entre stratège et démagogue. Persuasion et manipulation ne sont séparées que par l'éthique de la responsabilité. Et personne ne peut pas être sûr qu'un acteur politique possède cette qualité morale. Le deuxième point est la rationalité politique limitée des électeurs, qui est bien connue dans le monde de la politique
d'aujourd'hui, une caractéristique qui était déjà clairement illustrée dans le Capitalisme, Socialisme et Démocratie de Schumpeter. Schumpeter y avertit que le comportement politique du citoyen peut être réduit à une conduite associative et affective échappant à tout contrôle rationnel. Malgré le faible développement des études psychologiques sur la prise de décision rationnelle à son époque, Schumpeter anticipe certains points de la théorie de la rationalité limitée d'Herbert Simon. Les études des expériences et expériences en psychologie cognitive issues de l'analyse de Simon montrent que pour prendre une décision, l'individu utilise une série de heuristiques qui simplifient son raisonnement et réduisent drastiquement les informations examinées. Des recherches récentes ont permis de classer les heuristiques qui guident la formation des préférences politiques, ainsi que leur effet de distorsion cognitive et d'autonomie réduite de la pensée. Le point essentiel est que les heuristiques sont fondées sur des systèmes de normes, de croyances et de valeurs qui ont une dimension sociale. Ces systèmes peuvent être considérés comme des idéologies, ou mieux, ideological frames, cadres idéologiques au sens de Denzau et Nord. Dans le passé, le rôle essentiel des idéologies était clair. C'était pour créer une identification avec les citoyens et maintenir leur loyauté envers les partis de référence. Les idéologies classiques du XXe siècle ont un impact décisif sur la participation à la vie politique et le positionnement dans la lutte politique. Mais ils sont depuis longtemps en déclin dans les pays avancés. Un déclin qui a été analysé par des chercheurs comme Raymond Aron, Daniel Bell, et qui, avec des études sur la fin des idéologies. Mais je pense que les idéologies ne sont pas terminées, sont fragmentées. La fragmentation des idéologies qui est produite ces dernières décennies n'a pas diminué leur pertinence pour influencer la construction de croyances politiques individuelles, mais a réduit leur portée. Ceci est particulièrement évident pour les nouveaux partis issus des mouvements sociaux, tels que le mouvement pour le changement climatique ou le mouvement qui ont émergé pour défendre les minorités. Sont très importants, ils défendent des principes, des valeurs et des perspectives et permettent encore une identification par les citoyens, mais la portée de leurs thèmes distinctifs est plus limitée que celle des idéologies classiques comme socialisme ou libéralisme. Par conséquent, les nouveaux partis, nés sur ces principes, conservent la loyauté de l'électeur, mais risquent de rester des minorités permanentes. Pour parvenir à un consensus large et croissant, les partis ne peuvent pas s'appuyer uniquement sur des fragments d'idéologie. Pour attirer davantage d'électeurs, ils doivent recourir massivement à la communication politique et à la persuasion. D'une part, le système médiatique a atteint un niveau d'efficacité incroyablement sophistiqué que nous connaissons très bien et devient le principal outil dont dispose un dirigeant politique pour influencer l'opinion des citoyens. D'autre part, en raison de leur portée limitée, les nouvelles idéologies ne peuvent pas gagner que la loyauté des minorités des citoyens, alors qu'en l'absence de perspectives crédibles à long terme, la majorité pourra s'en remettre aux offres politiques qui proposent des solutions à court terme. Donc le populisme devient une proposition politique plus persuasive que les stratégies qui visent à résoudre des problèmes structurels à long terme, tels que les inégalités économiques et sociales. Et le rôle du démagogue dépasse celui du leader politique webérien. L'échange entre le long et le court terme me semble plus pratique. Jean-Paul observe la dépréciation de l'avenir est en contradiction avec l'horizon inévitablement à long terme de la démocratie. Ce contraste est préjudiciable à la fourniture de biens publics essentiels par les États et notamment à ceux qui répondent aux besoins des générations futures. Donc c'est un peu pessimiste, je pense que ce n'est pas exactement ce que la macroéconomie normalement nous propose et je crois que ça répond à une forme de laissez-moi dire, de petit pessimisme qu'il y avait dans les discussions que nous faisons dans les années passées. Merci.
Merci Massimo et merci d'avoir fait l'effort de vous exprimer en français. Alors maintenant, je laisse la place, donc, sans transition, à ma consoeur Sandrine Levasseur qui va vous parler du vaste sujet de la politique économique et des inégalités.